La musique de ce générique, ça me plaît beaucoup, hein? Vraiment ça me plaît beaucoup, je vous l'ai dit encore. Alors merci à nos techniciens qui nous accompagnent pour la matinale. Papi Tamba, vous êtes politologue, bienvenue encore une fois. Merci et bonjour. Bonjour surtout à des milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Accord cadre d'Addis Abeba, vraiment ça va être pas un débat, bien sûr, journaliste invité, mais soyons francs. On dit que c'est du n'importe quoi. Je commence par la réaction de FAC avec son président actuel, Martin Fayoulou. C'est sans objet cet accord. Vous savez, Monsieur Mathieu, je pense que nous devons initier dans ces pays une autre manière de faire la politique. Agir dans la précipitation, comme caractéristique des combats politiques. Moi, je pense que ça devient, permettez-moi l'expression aussi comme ils l'ont fait, ça devient du n'importe quoi. Ah voilà. Il aurait été souhaitable que nos amis prennent un peu le temps d'évaluer, de réfléchir. On ne va pas demander, on ne va pas directement cataloguer quelque chose de n'importe quoi. Et lorsqu'on essaye d'évoquer le contenu, des gens se rendent compte que les vrais enjeux vous échappent. Cet accord est avant tout une œuvre diplomatique. Ça, les gens ne doivent pas l'oublier. Et la diplomatie répond à certaines règles. Ça, c'est important. Vous savez, M. Mathieu, par rapport à cette crise de l'Est, nous avons vu deux présidents, et puis celui qui est là comme étant le troisième, traverser différentes zones de turbulence par rapport à cette situation. Ça a commencé avec le président Mobutu. Après, le problème s'est poursuivi avec le président Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui avec Joseph Kabila. Si les gens pensent que ces trois personnes ne comprenaient pas les enjeux de cette situation et qu'eux, ils ont des recettes miracles, je pense qu'ils ignorent que dans tout État, celui qui a les téléphones rouges s'appelle le président de la République. Mais c'est de leur devoir de garantir la paix et la sécurité à leur population. Je suis en train de vous le dire, qu'ils ont traversé plusieurs zones de turbulence et nous devons apprendre à suivre aussi les exemples d'autres pays. Vous savez, l'Angola a mis 25 ans pour combattre une rébellion de Savimbi, soutenue et nourrie même par les haïcs de Mobutu. Pendant 25 ans. L'Angola, un jour, ils sont arrivés à mettre un terme parce qu'ils ont mis en place une certaine sagesse. On peut s'inspirer des exemples des autres. Est-ce qu'on est vers... est-ce que la RDC va vers cette sagesse comme celle de l'Angola? Je suis en train de vous dire que l'accord qui est signé est avant tout une œuvre diplomatique. Donc, je dis qu'il faut le comprendre dans cet angle-là. Sans garantie sécuritaire, militaire sur terrain. Non, si je dis que c'est une œuvre diplomatique, c'est un des axes tracés par les chefs de l'État pour gagner ces combats. Mais qui concrètement sur le terrain n'échange rien, c'est non, sans si impact. vous dites que si sur le terrain ça ne change rien, vous avez des lunettes que je n'ai pas. Parce que, exactement, peut-être j'en ai ces lunettes, on se réveille le matin, l'actualité sur la radio des Nations Unies, Sud Kivu, les habitants des hauts plateaux d'Ouvira fuient les rebelles FDLR, FNL. Mais c'est drôle alors qu'on vient de signer les pactes. Sur terre, le problème c'est sur terrain. Mais attendez, M. Mathieu, la paix a toujours été un processus et on ne demande pas l'effectivité de la signature. Le lendemain, on ne demande pas l'effectivité des clauses d'un contrat, par exemple, et le lendemain de la signature d'un contrat. On ne les demande pas. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, que chaque contrat, si ça peut être intéressant pour un cas, ça peut déranger d'autres cas. Aujourd'hui, les mouvements rebelles sur notre territoire sont indexés, clairement. Et même dans le cadre de cet accord-là, nous devons savoir que même des États, pas des moindres aujourd'hui, ont mis en place ou ont pris des actions. Ils ont pris des actions par rapport à ces mouvements rebelles qui sévissent sur notre territoire. Ces gens-là se trouvent dans une situation où ils n'ont plus grand-chose à perdre. Mais ce qu'ils font, il faut le considérer maintenant comme état de jeu d'enfantillage dans un cours de récréation. Pourquoi? Parce que bientôt la création sera terminée et les clauses vont être mises en place. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on a demandé trop aux pays victimes sans contraindre ceux qui soutiennent les groupes qui déstabilisent la RDC. Je trouve qu'un certain discours a fini par vous rattraper, M. Mathieu. Je ne fais que poser la question de la population, des observateurs. Je refuse de croire que ce soit la question de la population, mais d'une certaine classe
politique apparentés à l'opposition. Vous risquez de me coller comme un journaliste de l'opposition, finalement. Je ne l'ai pas dit. Ah, voilà. J'ai dit que j'ai comme impression que certains discours vous collent sur la peau et nous sommes là pour apporter les éclaircissements, M. Mathieu. Les gens ne doivent pas oublier que la crise et l'accord cadre y afférent, c'est d'abord une crise congolaise. C'est d'abord un problème congolais. On ne parle pas de la sécurité. Pourquoi vous rendez ces problèmes trop congolais alors qu'il y a un rapport des Nations Unies qui a cité nommément des responsables non, mais attendez, nous ne devons pas nous tromper des cadres. Vous parlez bien d'un rapport des Nations Unies, mais M. Mathieu, l'accord a été signé dimanche. Mais ce que les gens ignorent, c'est que vendredi au Conseil de sécurité, 2 jours avant la signature de l'accord, le secrétaire général de l'ONU, bien entendu, au niveau du Conseil de sécurité, a présenté un projet pour la modification du mandat de la MONUSCO. Ça, c'était 2 jours auparavant. Quand nous sommes dans la diplomatie, nous ne devons pas nous tromper des cadres. Et au sein même du Conseil de sécurité et au sein même de cette institution qui est l'ONU, nous savons aussi que les rapports auxquels vous faites allusion, aujourd'hui, a été transmis au comité des sanctions. C'est le comité des sanctions, et lui seul, à ce stade précis, qui a qualité, bien entendu, de mettre en place des corrections, plutôt des contenus, plutôt des clauses ou des conclusions qui vont faire que nous puissions maintenant savoir quelle serait la suite sur les plans judiciaires par rapport à ces dossiers-là. Ah, voilà. Mais lorsque nous allons à Addis Abeba, nous n'allons pas à un tribunal. Nous mettons en place une œuvre diplomatique. Pourquoi? Parce qu'il fallait changer et renverser la tendance. Il fallait maintenant attirer de plus en plus de gens. Il faut que le monde comprenne aujourd'hui ait un autre regard sur la crise à l'Est. La crise à l'Est, je vous ai dit que ça connaît plusieurs facettes. À un moment, sous Mobutu, on l'a appelé révolution de Banyamulenge. À un moment, sous Laurent Désiré Kabila, on l'a appelé avec plusieurs rébellions. Aujourd'hui, grâce au travail mis en place par la diplomatie congolaise, bien entendu chapeauté par les chefs de l'État, les regards du monde changent. Aujourd'hui, des présidents tels que Obama prennent leur téléphone pour appeler le président Kagame pour l'interdire, c'est-à-dire lui interdire plutôt de soutenir des mouvements rebelles sur notre territoire. D'autres observateurs disent que ce n'est pas le travail de la diplomatie, c'est juste peut-être les sentiments d'un État puissant envers une population. Vous savez, lorsque ça va bien, ce n'est jamais Joseph Kabila, et quand ça va mal, c'est Joseph Kabila. Non, je refuse une telle caricature. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui dirige ces pays, et je vous ai dit que celui qui dirige les pays a les téléphones rouges. Ça veut dire qu'il a accès aux informations que tout le monde n'a pas au pays. La finalité de tout ça, M. Papi Tamba, garantir la paix et la sécurité à la population. Selon vous, cet accord cadre garantit cela à la population? Je pourrais même dire que cet accord cadre garantit plus que cela. Ça garantit la sécurité dans la durée. Je suis en train de vous dire, parce que j'ai entendu certains discours, même celui qui était avant moi ici, il parle des accords précédents. Sauf qu'il n'ignore pas, et plutôt il ne considère pas qu'entre les accords signés précédemment et les accords signés aujourd'hui, beaucoup de choses ont entre-temps évolué. Exact, par rapport à la situation, à la crise de l'Est de notre pays. Mais ça, et des discours. Une répétition. On ne peut pas le considérer comme étant une répétition. Je suis en train de vous dire dans la mesure où beaucoup de choses ont évolué et beaucoup de choses ont changé. D'accord. Les regards de la communauté internationale et les regards du monde entier par rapport à la crise à l'Est a évolué. C'était presque les mêmes chefs d'État, outre à l'époque, le Soudan n'était pas encore divisé. C'était les mêmes chefs d'État qui ont signé les accords de Nairobi. Les mêmes chefs d'État reviennent cette fois-ci à Addis Abeba. Qu'est-ce qui pourra changer? C'est le même contenu, la souveraineté de l'État. Mais quand ils l'ont signé les accords précédents, je suis en train de vous dire quels étaient les regards. Les regards étaient que la RDC était un pays qui logeait les FDLR et que le Rwanda, dans une certaine mesure, pouvait aussi exercer les droits, la notion du droit international moderne, j'oublie encore ces concepts-là, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller traquer l'FDLR au-delà de leur territoire. Là, vous appuyez officiellement l'ingérence du Rwanda aux affaires internes. Vous dites que j'appuie l'ingérence. Oui, je suis en train de vous dire ceci, que la diplomatie congolaise aujourd'hui a vidé un prétexte rwandais qui était légitime. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avons affaire avec un État qui a connu un génocide reconnu.
On parle de la RDC, mais je dis un génocide reconnu, c'est le génocide du Rwanda. Dans certains États, 800 000 seulement personnes, M. Pape je suis en train de vous dire contre un plus de 5 génocide. millions. Mais je suis en train de vous parler d'un génocide reconnu. Ne me parlez pas des termes qui aujourd'hui n'existent pas Mais encore. c'est très grave, M. Nous Pape pourrions parler de 5 millions de morts de Congolais. Mais pas reconnus. Monsieur Mathieu. Ce sont vos mots. Pas Monsieur reconnus. Mathieu, le génocide du Rwanda aujourd'hui est reconnu et les Congolais se battent pour qu'on reconnaisse le génocide congolais. Donc je suis en train de vous dire, ne faisons pas d'amalgame. Moi, je suis en train de vous parler d'un génocide reconnu. Du Rwanda. Ça veut seulement dire qu'ils ne se battent pas aujourd'hui pour qu'ils puissent les faire reconnaître. C'est déjà reconnu comme tel. Les faits sur notre territoire sont plus graves. Oui, je les concède et je suis le premier à me battre pour ça. Sauf que jusqu'à ce jour, les fêter et que cela n'est pas encore reconnu. Et par rapport à ces génocides rwandais, certains États se sentaient responsables. Maintenant, vis-à-vis d'une telle situation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait d'une part un chouchou qui en réalité sur le terrain était un bourreau, mais il fallait le préserver pour qu'il ne puisse plus y avoir un autre génocide. Voilà l'ennemi qu'on devait combattre. C'est au nom de ces principes que nous avons vu les Rwandais commettre des méfaits. J'aime souvent les répéter. Au nom toujours de la traque des FDLR pour éviter le génocide rwandais, les Rwandais ont été jusqu'à Banana, où il n'y a aucun FDLR. Ils ont été jusqu'aux portes de la capitale, jusqu'à Mbujimayi qui a plus de 1000 km de Kigali. Personne ne pipait mot, personne ne disait mot. Vous savez pourquoi? Parce que c'était tout simplement cette victime. Aujourd'hui, ce Rwanda est indexé. Ce Rwanda est mis en garde. Aujourd'hui, ce Rwanda-là est averti. Et les gens pensent que ce sont des choses qui changent par juste un revers de la main pour que ça change comme ça sur les plans diplomatiques. Je vous dis non. Voilà. C'est qu'il y a un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, le Rwanda ne vient pas signer cet accord en challenger comme c'était le cas dans les accords passés. Aujourd'hui, il vient signer cet accord comme étant un État qui doit faire profil bas. Pourquoi profil bas? Parce qu'aujourd'hui, il est indexé, il est averti. Et dans le cadre de cet accord, il est clairement, dans les termes bien entendu qu'on pourrait essayer de comprendre, il est clairement indiqué qu'une moindre récidive de la part du Rwanda coûtera très cher au régime de Paul Kagame. C'est ça que nous devons saluer. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la paix dans la durée. Vous savez, M. Mathieu? Une autre question? Je vous écoute. Non, terminé? Non, je vous écoute, M. Ok. Mathieu. Ma question elle est la suivante. C'est d'accord, vous criez victoire sur les plans diplomatiques, les pouvoirs en place, les gouvernements, la diplomatie a bien joué. Ça, c'est au niveau externe. On a signé les accords. Nous sommes au niveau interne où il y a de sérieux problèmes. On parle même de la légitimité. Crise au niveau interne. Comment résoudre les problèmes en interne? J'aimerais que nous puissions... Où il y a risque d'implosion aussi. J'aimerais que nous puissions poser la question autrement. On ne peut pas parler d'une crise sur les plans internes. Il faut dire une crise créée, entretenue et nourrie. Là, les choses deviennent un peu plus claires. Parce qu'en RDC, il n'y a pas de crise de légitimité. Sauf si nous comprenons mal la définition de la légitimité. Sauf qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui sont dans leur stratégie fantasmatique et diabolique pour créer une telle situation. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ennemis de la démocratie. Ils s'y portent mal de vivre encore un cycle de 5 ans avec un pouvoir qui a gagné aux élections. Ils veulent nous amener dans ce qui a toujours caractérisé leur parcours politique, dans des tables de concertation politique. À vous attendre parler, ça va très bien au niveau interne. Il n'y a pas de problème. Je l'ai dit. J'ai senti vous dire que nous avons affaire à des gens. C'est que je reconnais leur existence. Et je ne dis pas que ces gens n'ont pas de base. Je dis que ce sont des gens qui visiblement plutôt sont de mauvaise foi. Ils viennent avec des revendications infondées. Maintenant, nous devons y faire face. Et pour y faire face, il faut faire preuve de la sagesse politique. Qu'est-ce que le chef de l'État dit? Pas de la cohésion nationale. Et le mot est bien pesé. La cohésion nationale n'est pas un cadre de concertation politique, n'est pas Sun City, comme les gens essaient de le comprendre. Mais il n'y a qu'à voir maintenant les interventions de ces différentes personnes. Leur prise de position, c'est qu'ils comprennent par la cohésion nationale. Maintenant, nous sommes devant une situation. Posons-nous la question en tant que Congolais. Devons-nous céder aux menaces?
de ceux qui veulent énerver l'ordre démocratique dans notre pays, ou devons-nous les convaincre pour qu'ils puissent intégrer l'ordre démocratique? Moi, j'ai fait le choix de dire qu'il faut les convaincre. Il faut de plus en plus sensibiliser. Si on n'arrivera pas à sensibiliser leurs dirigeants, parce qu'ils ont des appétits effrénés des pouvoirs, on peut au moins couper le cordon ombilical entre eux et la base, la population qui est aussi, bien entendu, qui constitue aussi qui sont des Congolais, disons. Des Congolais, disons. Voilà. Dans mes dernières questions, l'UNC en conférence de presse, c'était hier ici à Kinshasa, l'opposition appelle les pouvoirs en place à s'approprier cet accord. Êtes-vous sûr que vous allez respecter tout ce qu'on vous a demandé, le respect des droits de l'homme, la démocratie, la transparence dans les choses? Attendez, il y a une chose d'abord qu'on doit essayer de préciser ici, M. Mathieu. Je vais donner un exemple un peu terre à terre, mais riche dans sa pauvreté. Vous êtes mon frère. Et nous nous battons tous les jours. On n'arrive pas à se réconcilier. Des voisins, un jour, viennent se mêler. Ils viennent se mêler pourquoi? Parce qu'ils veulent au moins créer une concorde entre nous, pour qu'on soit en paix à la maison. Maintenant, moi, je suis le grand frère, vous êtes les petits frères. On vient me dire que votre petit frère, tout le temps, dit qu'il n'y a pas de démocratie. Votre petit frère dit tout le temps que la décentralisation n'est pas une réalité. Votre petit frère dit. Pourtant, il dit la vérité. Pourtant, il dit la vérité. Vous dites qu'ils disent la vérité. Il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Je ne prendrai pas les risques de l'affirmer dans ce plateau. Tel que je conçois la démocratie, c'est dans les termes réguliers même de ces concepts, nous savons que la démocratie n'est que le droit pour un peuple d'exercer lui-même son autorité par le biais des représentants que lui-même a désignés, a choisis. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une réalité dans ces pays. Vous n'allez pas me le dire. Sauf que nous avons des gens qui ont des prétextes. Qu'est-ce qu'on va dire aux grands frères? Écoutez, effectivement, quand votre petit frère dit ça, nous n'allons pas nous mêler dans ce qui vous concerne, mais en tout cas, essayez au moins de respecter tel principe. Maintenant, si vous les respectez déjà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas encore respecter de nouveau ce que vous faites déjà. Quand on parle de respecter la démocratie, ça ne va pas dire que nous allons organiser maintenant des supra-élections au-delà des élections qui sont déjà organisées dans notre pays. Nous dirons tout simplement que voilà la situation sur le plan interne. Lorsque nous parlons de la décentralisation, nous dirons effectivement qu'il y a un problème. Voilà. Effectivement qu'il y a un problème. Il y a 2 ans, nous devons déjà passer à 26 provinces. Aujourd'hui, nous en sommes encore 11. Voici les difficultés qui font que nous serons dans cette difficulté constitutionnelle, mais voici les efforts que nous allons engager pour passer de 11 à 26 provinces. Ou même comment on peut aménager notre constitution. Ça, ce sont des réponses à apporter. Ça ne fait pas désordre et ce n'est pas un péché le fait que d'autres personnes viennent nous dire ce que nos amis nous disent tout le temps. Nos amis sont dans une logique. Leur logique, c'est quoi? C'est d'aller pleurer chez les voisins. C'est d'aller dire aux voisins que voilà, ils sont maltraités à la maison. À la maison. 1 minute et demie qui nous reste. Alors, Vital Kamerhe, président de l'UNC, qui dit « Le président Joseph Kabila doit respecter l'accord en procédant à la restructuration des institutions de l'État telles que prévues par les 10 accords. » C'est vrai, vous êtes d'accord avec lui? Mais comment ça vous fait rire? Non, ça me fait rire parce que ça m'étonnerait que Kamerhe et Lokaningini Vital disent autre chose. Mais c'est ce que demandent les accords. L'homme aujourd'hui, il n'y a qu'à le voir à la télé, il n'y a qu'à l'écouter pour savoir que c'est maintenant comme un diable dans un bénitier qui se bat de tous les sens pour avoir une signature pour diriger dans ce pays. Je vais seulement dire... trop dur. Cadre du PPRD. Je vais seulement dire, je suis membre du PPRD, je ne suis pas cadre. Je vais seulement dire à M. Kamerhe Lokaningini Vital qu'il a obtenu 8% aux élections présidentielles. C'est beaucoup. Qu'ils s'en tiennent à ça pour s'organiser en 2016. Qu'ils ne viennent pas à tout va nous faire croire qu'il y avait une voie d'écart entre lui et le chef de l'État et que lui aurait une solution que le peuple a appréciée. Joseph Kabila n'a pas attendu. Joseph Kabila n'a pas attendu que nous puissions signer l'accord cadre pour créer des aménagements sur le plan interne. Il a lancé la cohésion nationale. M. Papitamba, qui ne comprennent vous pas. Vous êtes trop dur. Même celui qui a été talonné par les chefs de l'État aussi, vous ne le respectez pas aussi. Vous dites que je suis très dur, mais je ne suis pas très dur. C'est lui qui a été talonné par les chefs de l'État, qui a obtenu 33%. Notre papa, Tshisekedi Moulumba Etienne, où est-il aujourd'hui? Il est en Afrique du Sud, libre de ses mouvements. A-t-il laissé des consignes dans son parti?
Dans le cadre de la cohésion nationale, non. Rejet si rejet. Mais quand même, nous Vital avons Kamerhe a affaire... aussi les droits à la parole. Mais je suis en train comme de dire chaque que... opposant. Mais attendez, j'ai dit que la parole, c'est vous qui êtes journaliste et vous ne direz pas le contraire. Il vous semble qui êtes que c'est ce qu'on journaliste, nous reproche même, vous qui êtes- la démocratie, Mais vous savez, dans la la liberté vie, de penser, de parler. dans la vie, vous êtes journaliste et vous savez que vous soutiendrez le contraire de vous-même parce que vous nous recevez régulièrement avec l'opposition qui vient vilipender même le pouvoir dans votre émission de chaque vendredi à 16h. Vous y Ça serez fait ce débat. vendredi. Ça fait Vous débat. y serez. Merci pour l'invitation. Vous savez, ces gens-là qui ne sont pas misérés, ça vous le savez. Mais maintenant, je suis en train de vous dire qu'ils aiment aller pleurer chez les voisins. Quand on va pleurer chez les voisins, est-ce que les voisins savent ce qui se passe à la maison? À la maison. C'est la question qu'il faut se poser. Et quand les voisins viendront nous voir, vous savez, dans la Bible, il est dit, les premiers qui parlent pour sa cause paraît juste. Vient ensuite sa partie adverse. Là, voilà. Ces gens-là, nous avons connu les cas avec le président François Hollande. Ils sont partis pleurer chez les voisins. Mais quand il est venu, on lui expliquait et il a changé. Il a changé d'avis. Et aujourd'hui, la France est les pays les plus grands défenseurs de notre pays et de notre régime au niveau du Conseil de sécurité. Oui ou non, avec cet accord cadre, il y aura la paix en RDC? En tout cas, c'est au moins les souhaits. C'est au moins les souhaits, mais j'ai espoir. J'ai espoir pourquoi? J'ai espoir parce que je suis en train de vous dire que le contexte dans lequel l'accord a été signé est favorable à la République démocratique du Congo. Et je ne m'empêcherai pas de dire bravo à Joseph Kabila, à l'innocent Kabila. Ah voilà, ça c'est très fort. Monsieur Papi Tamba, vous êtes politologue, membre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie et merci pour l'invitation de vendredi. Ah voilà, c'était clair. Hein? Moi, je suis journaliste indépendant. Alors, merci de votre fidélité à Télé 50.